Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles, je pense qu'on peut s'entendre pour dire les années passent et ça se ressemble toujours, malheureusement. Donc oui, on est rendu à, c'est quoi, c'est une quatrième fois d'affilée? Quatrième élimination d'affilée en première ronde pour les Kings de Los Angeles en séries éliminatoires. Quatrième fois pour les Oilers d'Edmonton qu'on passe. Donc, c'est ben, en tout cas, quatrième fois. Ouais, quatrième fois pour les Kings, assurément. J'essaie de me rappeler, là, les Oilers, est-ce que c'est la quatrième saison? Je me rappelle les deux finales, oui, puis il me semble l'année d'avant aussi, mais là, je sais pas pour ce qui est de la première. En tout cas, peu importe. Mais tout ça pour dire, c'est qu'on réussit pas à passer la première ronde du côté des Kings de Los Angeles, et c'est bien dommage. C'est une organisation qui a énormément de profondeur, une équipe que, tu sais, on a 5 marqueurs de 20 buts ou plus dans l'organisation des Kings de Los Angeles. Là, on compte dans les 20 buts ou plus Campé qui a fini premier avec 35, mais sinon Kopitar 21, Fiala 25, Byfield 23, Ron Fogle 24. Puis, tu sais, même si on veut, là, on peut étirer un peu la Ferrière 19 buts, Moore 18 buts, tu sais, donc on a beaucoup de gars qui sont capables de marquer, sans nécessairement dire des 50 buts par saison, mais on a beaucoup de gars qui sont capables de marquer dans cette organisation-là. On a un jeu défensif qui est solide. On a un gardien de but qui a connu une bonne saison en Darcy Camper, plus compliqué pour ce qui est de David Reddick, qui d'ailleurs ne sera pas de retour avec l'organisation. Reddick, 34 matchs, 2,84, 886 d'efficacité. Finalement, on va continuer avec Forsberg là, pour ce qui est des Kings de Los Angeles. Donc, c'est ça. On avait un jeu qui était un jeu complet du côté des Kings de Los Angeles. Une équipe qui est capable de rivaliser avec un peu n'importe quelle attaque. Défensivement, elle est assez solide pour ça. Mais malheureusement, on a manqué de solution face aux Oilers d'Edmonton qui est en mission cette année. Donc, bref, encore une fois, on s'est incliné. Et puis là, ben, on s'est dit, tu sais quoi? On va essayer de brasser un peu les cartes. Puis, ce qu'on va faire, on n'est pas capable de comprendre comment passer les Oilers par nous-mêmes. On va aller chercher quelqu'un de l'interne chez les Oilers. Alors, du côté des Kings de Los Angeles, le 5 mai, on a décidé de renvoyer notre directeur général Rob Blake. Le 14 mai, on annonçait la signature de Ken Holland. Dans le cas de Ken Holland, lui, son contrat est arrivé tout simplement à échéance du côté d'Edmonton, puis on a décidé de ne pas le renouveler. Fait que c'est comme une nouvelle chance. Mais Holland connaît bien les Oilers, that's for sure. So, je pense que là, on va essayer de je sais pas, de trouver c'est quoi la recette magique pour battre les Oilers d'Edmonton. Puis peut-être que ça va passer par le deuxième étage, ou du moins pour les Kings de Los Angeles, c'est ce que je leur souhaite. Parce que ça devient compliqué. Là. Année après année, toujours la même chose, là, ça devient un peu démoralisant. Mine de rien, tu as des jeunes qui se développent là-dedans, mais malheureusement, ils connaissent à peine les séries, ils connaissent les premières rondes, c'est tout. Donc, tu sais, il y a des jeunes qu'on a vraiment à gagner là, à développer, que ce soit Turcotte, que ce soit Quentin Byfield, même Clark qui n'est pas tellement vu, là, je ne fais pas erreur, je pense qu'il est mi-vingtaine. Donc, tu sais, c'est ça. On veut donner une expérience encore plus importante, là, peut-être de finale de conférence. Ça serait déjà très, très bien pour les Kings de Los Angeles. Fait que, on va essayer tranquillement, mais sûrement de bâtir un petit peu le tout là, pour ce qui est des Kings. Mais ceci étant dit, une bonne saison, encore une fois, bonne saison régulière pour ce qui est des Kings. Une élimination un petit peu rapide, malheureusement, mais ça, que voulez-vous? C'est ça, les séries éliminatoires. On ne sait jamais combien de temps qu'on va rester. Alors, pour ce qui est du directeur général, pour ce qui est de la saison 2025-2026 des Kings de Los Angeles, on arrive avec Ken Holland qu'on a signé pendant l'entre-saison. Donc, on espère qu'il va être la solution pour battre les si on se pogne encore contre les Oilers en première ronde, qui va nous aider à trouver la solution pour passer les Oilers en première ronde. Ensuite de ça, au niveau de l'entraîneur-chef, eh bien, c'est Jim Haler. Dans son cas, à lui, on revient. On le connaît déjà du côté de Los Angeles. Pour la saison 24-25, c'est 48 victoires, 25 défaites, 9 défaites en prolongation, un total de 105 points. C'est une couple d'années d'affilée qu'on dépasse le cap des 100 points du côté des Kings. Fait qu'on a connu une bonne saison régulière. On a terminé 6e au niveau de la Ligue nationale, 4e au niveau de la conférence de l'Ouest. Fait que très louable comme ce qui est de saison régulière. On n'a pas de marqueur de 100 points. Fait que c'est ça, on a une équipe que, tu sais, on a beaucoup de gars qui sont capables de marquer. Ça peut venir de toutes les lignes du côté des Kings de Los Angeles. Le meilleur buteur aura été Kevin Fiala avec 35 buts. C'est quand même très respectable pour ce qui est de Kevin Fiala. Le premier pointeur aura été Adrian Kempe avec 73 points. Évidemment, il y a eu des blessures au cours de la saison. Donc, on a eu une saison incomplète, entre autres, pour ce qui est de Drew Doughty. Fait que c'est ce qui peut expliquer pourquoi Brett Clark est notre premier défenseur avec 33 points en 78 matchs. Dans le cas de Drew Doughty, saison écourtée, seulement 30 matchs la saison dernière pour un total de 17 points. C'est un peu dommage, mais l'âge étant ce qu'elle est, ça va pas aller en s'améliorant pour Drew Doughty. Fait que tranquillement, mais sûrement, les jeunes vont commencer à prendre
le dessus dans le cas de Clark, un défenseur qui a réussi à tirer profit de cette absence. Maintenant, au niveau des espoirs qu'on peut surveiller pour ce qui est de la saison prochaine, là, du côté des Kings de Los Angeles, on va commencer avec Liam Green-3, dis-je bien, un ailier droit de 19 ans, il mesure 6 pieds 3, 216 livres, il n'est pas tout petit. Il évolue au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière en 64 matchs, il a 49 buts, 70 passes, 119 points pour ce qui est de Green-3. En séries éliminatoires, il a été vraiment solide, 24 points en 11 matchs. Donc, très, très, très solide au niveau de la Ligue de l'Ontario pour ce qui est de Green-3. On dit de lui que c'est un joueur qui est intelligent, un excellent playmaker et aussi un bon power forward. C'est sûr qu'à la shape qu'il a, ça doit l'aider d'être plus impliqué physiquement. Je rappelle, 6 pieds 3, 216 livres à 19 ans, c'est quand même pas tout petit. Là, donc, un joueur qui a la shape, at least, pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, ça sera à voir s'il réussit à faire son petit bout de chemin pour se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Martin Chromiak, un ailier droit / ailier gauche de 23 ans. Il mesure 6 pieds 190 livres. Lui évoluait au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 69 matchs, 18 buts, 21 passes pour 39 points, ce qui est une saison que je qualifierais de respectable sans plus, pas quelque chose à éclater la Ligue nationale, disons. C'est un gars qu'on dit qu'il a un bon hockey IQ, un bon tir et un excellent tir sur réception. Ça sera à voir. Ça sera à voir si on le voit éventuellement au niveau de la Ligue nationale de hockey. Ensuite de ça, au niveau du gardien de but, ben là, probablement qu'on a plus de chance de voir Copley que de voir Portillo, mais ça reste quand même un gars espoir, 25 ans, pas beaucoup d'expérience au niveau de la Ligue nationale. La saison dernière, pour ce qui est de Eric Portillo, un gardien de but de 25 ans, 6 pieds 6, 225 livres. Gros gabarit. Dans la Ligue américaine, 24 matchs, 2.82 de moyenne, 889 d'efficacité. Au niveau de la Ligue nationale, il a joué un petit match. Il ne faut vraiment pas prendre ça en considération. En un match, il y a une moyenne de 1.02 et 966 d'efficacité. Ça reste à confirmer. Ce qu'on vante beaucoup de Portillo dans son cas à lui, c'est son calme. Donc, il semblerait que c'est surtout son attitude. C'est un gars, semble-t-il, qui est très calme et qui est confiant devant son filet. Par contre, on dit qu'il utilise bien sa stature, il utilise bien sa shape, mais c'est pas nécessairement un gars qui est réputé pour sa technique, ses contrôles de retour et ainsi de suite. Donc, c'est un gars qui est surtout réputé comme étant un gardien de but calme, qui est capable d'être comme intimidant par le fait de rester zen en toute situation. Puis, ben, c'est sûr, sa stature peut peut-être donner l'impression que c'est un mur parce qu'il est particulièrement grand et gros. 6 pieds 6, 225 livres, je le rappelle. Alors, on va y aller maintenant avec ce qui pourrait être une formation. C'est sûr qu'il y a bien évidemment... c'est pas coulé dans le béton, là, mais ça pourrait éventuellement être une formation. Donc, on va commencer avec Kuzmenko, que j'ai mis sur mon premier trio ici à l'aile gauche. Dans le cas de Kuzmenko, lui, 37 points en 66 matchs la saison dernière. C'est très particulier parce qu'il s'est promené la saison dernière. Il a commencé avec les Flames de Calgary, 15 points en 37 matchs. Ensuite de ça, il a été échangé aux Flyers de Philadelphie, où il a joué un petit 7 matchs pour un total de 5 points. Ensuite de ça, il s'est ramassé avec les Kings de Los Angeles. Donc, tout ça en une année. Il a voyagé vraiment beaucoup. Avec les Kings de Los Angeles en saison régulière, ça a été excellent. 17 points en 22 matchs et en série, ça a été encore mieux. 6 points en 6 matchs. C'est un joueur à caractère offensif qu'on pourrait voir se développer du côté des Kings de Los Angeles. Puis ça l'aiderait peut-être un gars comme Fiala qui est un bon marqueur. Ça l'aiderait d'avoir une production offensive qui est un petit peu plus diversifiée. Fait que d'avoir un Kempe et Kuzmenko sur une première ligne qui serait capable de produire, je pense que ça peut être très utile. Donc à ce moment-là, ben c'est ça. C'est un gars qui il semble avoir trouvé ses repères au niveau de la production offensive. Il était à 29 ans pour ce qui est de Kuzmenko. Ensuite de ça, le bon vieux Anze Kopitar. Anze Kopitar, 38 ans. Ça sera officiellement sa dernière saison en carrière. Il l'a annoncé publiquement au moment de tourner. Là, on est dimanche le 21 septembre. Anze Kopitar a confirmé avec sa petite famille toute que c'était sa dernière saison. Mais tu sais, pour tout ce qu'il a fait, sa carrière, elle est plus que comblée. Fait qu'il peut se retirer, peu importe ça va être quoi, la fin de cette saison-là. C'est sûr que ça serait le fun qu'on participe aux séries, faire vivre cette espèce d'émotion-là une fois de plus. Mais ça serait le fun qu'on passe la première ronde pour ce qui est de notre bon vieux capitaine Kopitar. Kopitar, 67 points en 81 matchs la saison dernière. Évidemment, c'est un gars qui pourrait
qui a déjà produit plus. On va dire ça comme ça, parce que c'est sûr qu'il est rendu à son âge. Je pense qu'il faut s'attendre à un ralentissement. Mais ça reste que c'est encore le joueur de centre le plus complet. Mais c'est intéressant ce qui arrive maintenant avec Quinton Byfield. Peut-être que sa production offensive ne va pas vous claquer les yeux, mais il s'est beaucoup amélioré, beaucoup de maturité dans son jeu aujourd'hui. Tranquillement, mais sûrement, il devient le centre qui va remplacer Andy Kopitar, puis le plus vite possible, ça serait, parce que l'année prochaine, ça serait bien qu'il soit là. Enfin bref, Kopitar, qui est bien évidemment mon premier centre, que je fais jouer avec Adrian Kempe, lui c'est 73 points en 81 matchs, une excellente saison pour lui la saison dernière. Sur le deuxième trio, on va y aller avec Kevin Fiala, dans le cas de Fiala, 60 points en 81 matchs, dont entre autres un beau 35 buts, puis ça c'est intéressant, parce que c'est un gars qu'on a besoin qui va marquer des buts, puis idéalement, ça serait bien d'en avoir un sur chaque ligne qui est capable de marquer un 20 buts ou plus. En termes de deuxième centre, on y va avec Quinton Byfield, on a une ligne de centre vraiment belle, là, du côté de Los Angeles. Dans le cas de Byfield, je l'ai déjà mentionné. Bon, 54 points, 81 matchs. C'est pas nécessairement des statistiques qui sont des statistiques qui tapent la tête, là, mais il en reste pas moins que c'est quand même... c'est quand même très bien là, pour Quinton Byfield, son amélioration de jeu défensif, parce que ça le rend plus complet. C'est un gros joueur de centre. Pas tellement vieux non plus là, pour ce qui est de Quinton Byfield. Je ne me rappelle plus exactement son âge, là, 23 ans. On a un beau mélange d'expérience puis de jeunes. Qu'on fait jouer ici avec la Ferrière, 42 points en 77 matchs. C'est respectable quand même pour ce qui est de la Ferrière. Dans le cas de Ryan Fogle, écoutez, 46 points en 82 matchs, encore là, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est à peu près dans ses standards à lui, même que c'est sa meilleure saison en carrière. Dans le cas de Fogle, il a réussi à atteindre ses standards pour meilleure saison en carrière pour ce qui est des buts, des assists et des points. Donc 24 buts, 22 passes, 46 points, plus 36. C'est une saison qui est assez similaire de sa saison 23-24, 41 points au lieu de 46. Mais de façon générale, on a réussi quand même à battre tous nos records personnels du côté de Fogle. Puis on a probablement trouvé notre place. Un attaquant qui aime la rapidité, qui aime la vitesse. Qu'on fait jouer ici avec le joueur de centre très responsable, Philippe Danault, 43 points en 80 matchs pour ce qui est de Philippe Danault, une saison dans ses standards. Peut-être même qu'il serait capable de faire du 50-60 points. Dans le cas de Philippe Danault, on est âgé de 32 ans, donc on est à pleine maturité. Qu'on fait jouer avec Moore, 40 points en 71 matchs la saison dernière du côté de Los Angeles, un joueur de profondeur avec expérience. Pour ce qui est de Turcotte maintenant, développement un peu lent, j'aimerais dire, du côté de Turcotte, 25 points en 68 matchs, c'est décevant. C'est un jeune qu'on aimerait voir se développer avec un caractère beaucoup plus offensif que ça. Âgé de 24 ans aujourd'hui, il serait temps là, que la production suive le potentiel, disons. Qu'on fait jouer ici avec Elenius, lui c'est 7 points en 50 matchs, un joueur de profondeur. Et bien entendu, notre beau Joel Armia. Alors, les partisans du Canadien, on retrouve un peu de Marc Bergevin là-dedans, parce que Bergevin est encore l'assistant au DG. Donc, Joel Armia, 29 points en 81 matchs la saison dernière du côté de Montréal, 32 ans. Un gros bonhomme excellent en possession de rondelles qui peut écouler du temps en désavantage numérique. Ça serait pas mauvais parce qu'au niveau du désavantage numérique, honnêtement, 17.9, je pense qu'on n'a pas fait le tour tantôt de ça, là, mais 17.9 désavantage numérique, on est 27e dans la ligue. C'est surprenant pour les Kings. C'est très surprenant, surtout quand tu considères qu'on est deuxième au niveau des buts accordés. Là. C'est très surprenant. Mais en avantage numérique, 8e, c'est quand même très bien avec 81.4 puis une moyenne de buts marqués de 3.04. On est mi-peloton à la 14e place dans la ligue. J'avais oublié de le mentionner, ces statistiques-là. En termes de scratch, on va y aller avec Thomas. Lui, c'est 3 points en 25 matchs. Là, j'y ai été avec Corey Perry, mais je suis pas certain si c'est parce qu'il est blessé ou en tout cas, j'ai mis scratch. Perry, 30 points en 81 matchs. J'ai pas pensé de vérifier si c'est parce qu'il était blessé. Évidemment, Corey Perry qu'on connaît, là, c'est un joueur de 40 ans, fait que je pense pas que ça va être sa production offensive. Un gars qui est dérangeant puis qui est important entre autres en séries éliminatoires, là, ça fait toujours du bien. Ensuite de ça, en termes de pairing, bien, on va y aller avec premier pairing, Mickey Anderson, 26 ans pour ce qui est de Anderson, 24 points en 77 matchs la saison dernière, une saison correcte sans plus. Qu'on fait jouer avec Drew Doughty, le défenseur d'expérience, seulement 30 matchs la saison dernière en lien avec une blessure qui a fait manquer plusieurs mois, 17 points en 30 matchs, c'est pas nécessairement dans ses standards à lui, mais encore là, on parle d'un gars de 35 ans. Ça va pas aller en s'améliorant au niveau des statistiques offensives. En termes de deuxième pairing, on y va avec Joel Edmondson, qu'on connaît bien à Montréal, 20 points en 73 matchs, évidemment un défenseur essentiellement défensif à gros gabarit, un gars qui lit bien le jeu et qui est capable de libérer le devant de son filet, qu'on fait jouer avec Brent Clark, 22 ans, donc un jeune défenseur à caractère offensif, 33 points en 78 matchs la saison dernière. C'est lui qui a été le meilleur pointeur chez les défenseurs la saison dernière. C'est un gars qui
on est content de voir vers où ça s'en va avec Clark là, du côté de Los Angeles. Puis il est régulier top 4 déjà, fait que c'est un gars qui va pouvoir éventuellement être top 2. En termes de troisième pairing, ben là, on y va avec des défenseurs d'expérience. Pour ce qui est de Ryan Dumoulin, il a évolué du côté des Ducks d'Anaheim et des Devils du New Jersey la saison dernière. Il est âgé de 34 ans. C'est 22 points en 80 matchs pour le défenseur d'expérience. Mais tu sais, c'est ça, c'est un défenseur qui est pour les troisième paires. C'est pas un défenseur que tu veux top 4. Même chose pour de mon humble avis. Et même chose pour Cody Ceci. C'est 24 points en 85 matchs la saison dernière. Évidemment, c'est cumulé entre San Jose et Dallas. Dans le cas de Cody Ceci, 31 ans. C'est un défenseur qui des fois prend des décisions un peu douteuses, mais quand même un défenseur mobile à caractère défensif. Et en termes de scratch, on y va avec Burruff, qui lui est âgé de 30 ans, 3 points en 33 matchs du côté de Los Angeles la saison dernière. Au niveau des gardiens de but, je pense pas qu'il y a vraiment de questions à se poser. Dans le cas de Darcy Kemper, on fait bien depuis qu'on est arrivé à Los Angeles, fait que tant mieux. 50 matchs la saison dernière pour Kemper, 2.02 de moyenne, 922 d'efficacité, c'est excellent. Excellent, excellent. Alors, en série, ça a été un petit peu plus compliqué, par contre, pour ce qui est de Darcy Kemper. Ben, pour l'équipe au complet, remarque bien, c'est pas juste sa faute à lui, là. Mais pour l'équipe au complet en séries éliminatoires, ça a été un petit peu plus compliqué. Pour son cas à lui, c'est 6 matchs, 3.74, 889 d'efficacité versus 2.02, 922. C'est une grosse différence, là. Mais c'est ça, ça a été compliqué pour les Kings de Los Angeles. Ensuite de ça, bien, on a Forsberg, un nouvel arrivant, lui, 32 ans pour ce qui est de Forsberg. La saison dernière, c'est 30 matchs, 2.72, 901 d'efficacité. Évidemment, dans une équipe défensive comme les Kings de Los Angeles, il se pourrait que ces statistiques augmentent un petit peu. Mais reste pas moi, je suis convaincu qu'on va y aller avec Darcy Kemper comme partant du côté de Los Angeles. Et en termes de troisième gardien de but, j'ai été avec Phoenix Copley. Lui, il a 33 ans. Il évoluait essentiellement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 42 matchs, 2.49, 904 d'efficacité dans la Ligue américaine. Sinon, il a joué un petit match dans la Ligue nationale. 4.37, 833. Je reviens un peu avec la même idée là, pour ce qui est de Portillo. Là, il ne faut pas vraiment se fier à ses statistiques là, pour un seul match dans la Ligue nationale. C'est un gardien de but, lui, qui est un gardien de but d'expérience. Ligue américaine, t'sais. Donc de temps en temps, il est rappelé pour des blessures. Ça fait des années là, qu'il est avec les Kings de Los Angeles pour ce qui est de Copley. Fait que ça pourrait être le fun de voir un jeune se développer puis émerger dans l'organisation des Kings de Los Angeles. Donc, si on regarde de façon générale, il n'y a pas énormément de changements du côté des Kings de Los Angeles. Bon, c'est sûr que le directeur général a changé. Il y a quelques ajouts ici et là, mais sans plus, là, c'est pas... on n'a pas refait l'équipe. Par contre, il y a des éléments qui peuvent être très intéressants. Moi, c'est Kuzmenko que j'ai hâte de voir si ça continue sur cette même lancée que celle qu'il y a eu avec les Kings. Donc, tu sais, la stabilité pour lui, puis peut-être le style de système de jeu, il convient plus. Si tel est le cas, Kuzmenko, c'est un gars qui a déjà donné des belles performances offensives. Évidemment, c'est peut-être pas un gars qui va faire du 90 points, mais ça pourrait être une aide au niveau de la production offensive. Surtout en séries éliminatoires, on a besoin de produire plus offensivement du côté des Kings de Los Angeles. Fait qu'il n'y a pas eu grand changement là, du côté des Kings de Los Angeles. Je pense pas nécessairement qu'on va être dépaysé au niveau des performances cette année. J'espère juste pour eux qu'ils vont être capables de passer la première ronde. Donc, est-ce que les Kings de Los Angeles sont encore équipés pour participer aux séries? Ma réponse est assurément oui. Je pense que c'est une équipe qui a une production qui est assez répartie avec un bon style défensif. Puis en plus de ça, si on a des gardiens qui sont capables de tenir le fort, c'est une équipe qui est capable de se classifier pour les séries éliminatoires. Au niveau de la division Pacifique, ben, d'après moi, on va terminer au 3e rang. Par contre, je ne crois pas que cette équipe-là va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Alors d'après toi, les Kings de Los Angeles, est-ce qu'ils vont participer aux séries éliminatoires et à quel rang ils vont terminer au niveau de la division Pacifique? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Et quand on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 25-26 de la LNH. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye bye.